Merci Philippe. Merci à NPA pour cette invitation. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du numérique sous l'angle du droit de la concurrence. Et, au terme d'à peine un mois d'exercice comme présidente de l'autorité de la concurrence, donc ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, ce sont plutôt des pistes d'action que des constats définitifs. Alors, le sujet du numérique et du droit de la concurrence, j'ai tout d'abord indiqué lorsque je suis arrivée dans mes fonctions au sein de l'autorité de la concurrence qu'il me semblait prioritaire, alors pour une raison très simple. Tout d'abord parce que le numérique en tant que tel est un secteur de l'économie particulièrement dynamique et central pour l'économie française, européenne et mondiale, mais aussi pour ce que je qualifierais d'effet structurant du numérique pour tous les secteurs de l'économie. Et j'en donnerai certains exemples au cours de mon exposé. Je reviendrai tout à l'heure, par exemple, sur le cas des taxis et VTC qui a beaucoup occupé l'autorité de la concurrence dans les années récentes. On est face à un secteur du transport assez traditionnel, les taxis, qui fait face à l'émergence d'un acteur Uber ou les autres VTC, lié à l'apparition d'applications dédiées sur les smartphones. Donc on voit que le numérique n'est pas limité aux plateformes numériques et aux pure players en tant que tels. Alors, je vais aborder aujourd'hui avec vous 3 points. Tout d'abord, de façon générale, comment se présente la problématique du numérique du point de vue du droit de la concurrence. Quels sont les outils spécifiques que l'autorité peut développer à cet égard? Est-ce qu'elle doit pratiquer différemment de la manière dont elle prend en compte les préoccupations de concurrence dans les secteurs plus traditionnels? Et puis je terminerai par quelques dossiers qui sont à venir pour l'année 2016-2017 en vous indiquant quelques échéances qui me paraissent importantes pour les mois à venir. Alors, si on souhaite parler de numérique et de régulation, en élargissant un tout petit peu au-delà de la question de la concurrence qui m'intéresse plus particulièrement, si on se reporte un petit peu en arrière sur les 15 dernières années, puisque l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est les 15 ans de l'exercice par NPA de sa mission de veille sur ces questions, le premier constat, c'est que les préoccupations qui étaient très vives à un moment donné, elles ont évolué en permanence. Alors, j'en donne quelques exemples. En 99-2000, lorsque j'ai eu à traiter ces questions, alors que j'étais alors au ministère de la Culture et de la Communication, la préoccupation dominante, c'était la régulation des contenus. On se demandait, est-ce qu'il fallait développer un droit spécial pour Internet? Est-ce qu'on devait appliquer le droit commun au réseau numérique? On se préoccupait beaucoup de la circulation des messages de haine, des messages racistes sur Internet, des questions de pédophilie ou encore du droit d'auteur. Alors, au même moment, on se posait la question de savoir comment les systèmes traditionnels économiques et juridiques pouvaient s'adapter au numérique. J'avais par exemple suivi à cette époque la question du droit d'auteur des journalistes et on a eu à traiter de façon très concrète avec les éditeurs et les journalistes le point de savoir comment les journalistes seraient rémunérés additionnellement ou non pour l'utilisation de leurs articles écrits pour un support papier lorsque ces articles étaient réutilisés sur Internet. C'est maintenant des choses qui sont tout à fait rentrées dans les mœurs, mais à l'époque, c'était un débat assez vif. Autre sujet qui était toujours lié au contenu, la question du piratage, du droit d'auteur, du téléchargement. Puis on a vu émerger une préoccupation différente qui était celui de la protection des données personnelles. Beaucoup d'autorités se sont interrogées sur les questions des personnes habilitées à collecter les données, quel était le régime légal applicable, est-ce que la loi CNIL ou les instruments européens étaient suffisants, quels étaient les garde-fous qui étaient disponibles et quels étaient les usages conformes de ces données personnelles. On voit aujourd'hui avec le débat sur le décret dont on parle beaucoup que ce débat est toujours vif. Puis, et on se rapproche de la question de la concurrence, on a vu émerger des préoccupations dominantes plus économiques et fiscales. Le débat, vous vous en rappelez sans doute, il y a quelques années, sur les revenus fiscaux et la territorialité des recettes fiscales en lien avec les stratégies d'optimisation fiscale de plateformes numériques ou de grands acteurs numériques comme Google et Apple. Le cas qui s'est illustré récemment, des arrangements fiscaux particuliers consentis à certains grands groupes et la question de la matérialisation de la valeur sur différents États et des revenus
revenus qui pouvaient en découler pour les États nationaux. Dans la période la plus récente, on en est venu à s'interroger même s'il était possible de réguler ces acteurs devenus tellement gigantesques et puissants qu'on pouvait avoir le sentiment que ces acteurs étaient finalement plus puissants que les États et que les autorités administratives en place et que celles-ci n'avaient plus les moyens de les réguler. Et je crois que ça nous amène véritablement à la question que je souhaitais aborder aujourd'hui. Alors, au-delà de ces problématiques sur les contenus puis sur les systèmes de régulation, il me semble qu'il y a eu des constantes dans cette interrogation sur la régulation en lien avec le numérique. Première constante, on s'interroge régulièrement sur le point de savoir s'il faut une régulation spécifique. Doit-on adopter des outils juridiques nouveaux ou bien doit-on appliquer les outils traditionnels ? Deuxième question très forte, est-ce que la régulation en place, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'il faut la doter de moyens différents ou bien est-ce qu'on peut considérer qu'elle remplit sa mission ? Enfin, troisième type d'interrogation, qui est le bon acteur pour réguler ? Est-ce que c'est l'échelon national ? Est-ce que c'est l'échelon européen ? Est-ce que c'est un échelon mondial à définir ? Ces interrogations restent tout à fait vivaces aujourd'hui. Alors, pour en venir au droit de la concurrence qui est celui dont j'ai la charge aujourd'hui, je crois que la situation est plus simple que dans d'autres domaines puisque le bilan qu'on peut tracer en 2016, c'est que le droit de la concurrence tel qu'il est aujourd'hui formulé, il est parfaitement applicable au sujet du numérique et d'Internet et donc on n'a pas de souci en termes d'adaptation du droit. Ça, c'est une première satisfaction. Alors, j'en viens à une deuxième question qui me concerne plus directement, c'est est-ce que l'autorité de la concurrence telle qu'elle est aujourd'hui définie par la loi dispose de moyens suffisants pour traiter des sujets numériques qui lui appartiennent en propre ? Alors, ça me conduit à mon deuxième point qui est comment est-ce que l'autorité de la concurrence traite des sujets numériques et est-ce qu'elle a développé des outils nouveaux pour traiter ces sujets ? Alors, on peut aujourd'hui répondre positivement. J'aurais deux types de réponses à cette question. D'une part, les concepts généraux du droit de la concurrence sont parfaitement applicables au numérique et donc ils sont opératoires, ce qui est une première satisfaction. Je vous en donnerai deux exemples. La question des données, sur lesquelles il y a eu beaucoup d'études de concurrence et je vais y revenir. Eh bien, on est face à la problématique des données sur quelque chose de très connu en droit de la concurrence. Alors, pour citer par exemple le cas des ententes, une entente est fondée sur un échange d'informations et plus généralement, depuis de multiples années, lorsque nous nous prononçons sur des opérations de concentration, nous prenons en compte la valeur des échanges d'informations et des informations que possède une entreprise. Donc, quand on parle de big data, finalement, ce n'est que la transposition au niveau numérique de la valeur cruciale des informations. Donc, nous sommes en terrain connu. Deuxième concept qui est tout à fait connu en droit de la concurrence et qui est au cœur des problématiques numériques, ce sont les effets de réseau. Donc, dans toutes leurs dimensions, les effets de réseau directs et indirects, qui sont évidemment tout à fait fondamentaux pour le pouvoir de marché des plateformes. Alors, au-delà de cet aspect un petit peu constant et satisfaisant de la prise en compte du droit de la concurrence, je tiens aussi à souligner que l'autorité de la concurrence, comme d'autres autorités autour d'elle, a su développer des outils qui sont spécifiquement adaptés aux problématiques du numérique et je voudrais vous en donner quelques exemples. Alors, je citerai tout d'abord le cas des concentrations, puisque comme vous le savez, l'autorité de la concurrence, elle a trois grands domaines d'intervention, les concentrations, la répression des pratiques anticoncurrentielles et un rôle plus général de réflexion sous la forme d'avis. En matière de concentration, nous avons eu à nous prononcer très récemment sur le rapprochement entre Fnac et Darty. Donc, on était face à deux acteurs venus du monde physique, donc de la vente en magasin de toute une série de produits que vous connaissez et qui avaient développé par ailleurs depuis plusieurs années la vente en ligne. Et à l'occasion de cette opération de concentration, nous avons pour la première fois en Europe fait évoluer le cadre conceptuel d'analyse, qui est un cadre largement partagé par toutes les autorités européennes, et de la façon suivante. Lorsque l'autorité doit se prononcer pour savoir si deux entreprises peuvent se rapprocher, elle doit déterminer si celles-ci, une fois rapprochées localement, n'auront pas un pouvoir de marché excessif. C'est ce qui nous a conduit, par exemple, dans la grande distribution, à demander, pour autoriser un rapprochement entre grandes enseignes, à tel ou tel de vendre des magasins, notamment dans le cas de la distribution à Paris. Vous avez suivi cette affaire.
Alors, pour en revenir à Fnac et Darty, les marchés qui posaient difficulté étaient ceux des produits électroniques gris et bruns. Donc, en clair, il s'agissait des produits électroniques informatiques et des télévisions. Puisque sur certains marchés sur le territoire français, Fnac et Darty approchaient assez dangereusement du cap au-delà duquel nous estimons qu'il y a une préoccupation de concurrence sérieuse. Mais le cas qui s'est présenté, qui était un petit peu nouveau, c'est que la partie notifiante, qui était Fnac, nous a proposé à l'occasion de cette affaire de modifier notre façon de raisonner pour intégrer pour la première fois la dimension des ventes en ligne. Donc, était-il pertinent de rapprocher pour un cas particulier la vente traditionnelle en magasin, donc ce sont des parts de marché qu'on est habitué à mesurer en fonction des ventes des magasins, et puis la vente en ligne à travers des acteurs comme Amazon ou d'ailleurs les aspects vente en ligne de ces deux opérateurs, Fnac et Darty. Alors, si l'autorité de la concurrence a finalement adhéré à cette analyse, c'est au terme d'un examen très spécifique et qui découlait vraiment de l'analyse très particulière de l'achat de ces produits bien spécifiques, donc télévision et produits électroniques, au terme de toute une série de critères, notamment le fait que les prestations en vente en magasin et en vente en ligne s'étaient considérablement rapprochées, donc on pouvait considérer qu'il y avait une forme de substitution entre ces deux types de ventes. Autre critère que nous avons utilisé, des sondages auprès des consommateurs sur leur perception et leur capacité à substituer un achat en magasin à la Fnac ou à Darty avec un achat en ligne sur un site de pure player, et également sur le fait que les pratiques commerciales des opérateurs eux-mêmes intégraient de façon très étroite la vente en magasin et la vente en ligne. Et chacun pourra constater que dans les magasins, désormais, on se rend dans le magasin physique avec son smartphone et on compare en direct les prix. Donc, tout ceci pour vous dire que cette évolution conceptuelle, elle est importante, elle est majeure et elle avait des conséquences très concrètes pour l'opération, car selon que l'on retenait le prisme d'analyse traditionnelle ou que l'on allait vers cette nouvelle approche, eh bien, les conséquences en termes de cession de magasins pour Fnac et Darty étaient sans commune mesure. Et donc, dans un cas, Fnac et Darty devaient vendre quelques magasins et dans l'autre, plusieurs dizaines de magasins. Donc, c'est un exemple où, pour intégrer la dimension numérique et au terme d'une analyse assez exigeante qui ne sera pas forcément transposable dans d'autres cas de figure, nous avons fait évoluer le cadre conceptuel d'analyse. Alors, peut-être une précision à cet égard, c'est aussi significatif de la démarche de l'autorité. Cette évolution d'analyse s'est faite au travers d'un travail très approfondi avec les entreprises qui avaient su suffisamment en amont venir présenter des arguments sérieux qui nous ont permis d'aller dans leur sens. Deuxième type de pratique de l'autorité, les pratiques anticoncurrentielles. Donc cette fois, c'est l'autorité qui sanctionne des pratiques anticoncurrentielles d'entente ou d'abus de position dominante. Alors là aussi, pour traiter spécifiquement des outils numériques, nous avons utilisé toute la palette des outils que nous donne le législateur et nous en avons aussi développé de nouveaux. Alors, je souhaiterais donner un exemple, c'est ce qu'on appelle les mesures conservatoires, qui est un outil qui existe en France et qui n'existe pas dans d'autres pays européens, qui d'ailleurs nous l'envie. Et un cas qui est assez connu, qui remonte maintenant à quelques années, était celui de l'exclusivité sur l'iPhone qui avait été consentie à Orange par Apple et que l'autorité de la concurrence, saisie en urgence, avait demandé aux deux entreprises lui avait demandé de mettre un terme pour que tous les opérateurs téléphoniques puissent accéder à l'iPhone. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui que l'iPhone pourrait être réservé à un seul opérateur téléphonique, mais cette réalité a été le résultat d'une décision imposée par l'autorité de la concurrence. Alors, autre cas de figure qui montre que nous sommes prêts à avoir des moyens d'action un petit peu innovants, c'est le cas des plateformes de réservation hôtelière et Booking et Expedia. Alors, comme vous le savez, il y avait un sujet de contentieux assez nourri entre les hôteliers et ces plateformes de réservation hôtelière qui portait notamment sur le fait que les hôteliers étaient et sont toujours dans une certaine mesure bridés dans leurs pratiques tarifaires par rapport aux tarifs qui étaient disponibles en ligne. Eh bien,
pour statuer sur ces préoccupations de concurrence, l'autorité française a pour la première fois statué conjointement avec deux autres autorités de concurrence nationale, l'autorité italienne et l'autorité suédoise. Et pour la première fois, ces trois autorités ont pris une décision similaire, mais chacune pour leur propre pays, et donc qui a conduit ces plateformes de réservation hôtelière à changer leurs pratiques, non seulement dans ces trois pays, mais, et c'était le choix de l'opérateur, à complètement changer toute sa politique vis-à-vis des hôteliers au niveau européen. Donc c'est un cas où on a réussi à avoir un effet d'entraînement tout en restant dans notre cadre national français pour ce qui concernait l'autorité de la concurrence, mais en se liant avec deux autres autorités nationales, finalement, il y a eu un effet de bascule au niveau européen. Alors, dernier exemple dans lequel on adapte notre pratique pour mieux traiter les sujets numériques, c'est ce que nous appelons les avis. Donc, depuis 2009, l'autorité de la concurrence peut décider de se saisir de tous les sujets qu'elle estime importants en prenant des avis sectoriels. Pour traiter des sujets numériques, c'était là encore une première en Europe, décidé de travailler conjointement avec d'autres autorités nationales qui ont des préoccupations très proches des nôtres. Alors, elle l'a fait en 2014 avec l'autorité britannique, la CMA, pour faire une grande étude sur les écosystèmes, pour déterminer si les écosystèmes ouverts ou fermés recelaient des préoccupations de concurrence. Et nous avons procédé de même en 2016 avec l'autorité allemande cette fois, pour une grande étude sur le big data dans laquelle on a essayé de tracer une cartographie du fonctionnement concurrentiel de ces sujets de big data et de dresser les risques concurrentiels en la matière. Alors, comme vous le voyez, nous avons essayé de nous adapter pour être plus réactifs et plus innovants dans la manière de traiter ces cas de numérique. Je voudrais maintenant peut-être donner quelques exemples des sujets qui sont encore à venir pour l'année 2017. Alors, premier sujet de réflexion, c'est l'articulation entre le niveau des autorités nationales européennes et le niveau de la Commission pour les grands cas impliquant des acteurs du numérique. Comme vous le savez peut-être, la Commission européenne a choisi de retenir à son niveau des grands cas mettant en cause un opérateur que nous avons entendu il y a quelques instants, Google pour ne pas le nommer. Et donc, ça relève du système de choix qui existe dans le réseau européen de concurrence, puisque depuis 2004, pour les affaires d'envergure européenne, la Commission peut décider ou non de garder à son niveau les affaires ou de les faire traiter par les autorités nationales. Dans ce cas-là, elle a décidé de garder les affaires à son niveau. Alors, il faudra voir au terme de la décision qui sera rendue dans les prochains mois par la Commission européenne, quel est le message que la Commission européenne entend donner à cet égard et comment est-ce que les autorités nationales peuvent, le cas échéant, s'y adapter. Alors, deuxième sujet pour l'avenir, c'est une étude que nous avons menée cette fois au niveau français sur la publicité en ligne. Donc, c'est un sujet qui est à la frontière du numérique et des médias. Donc, dans cette étude qui sera publiée en 2017, nous nous nourrissons à la fois des cas de saisine que nous avons eus, puisque nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans des cas de pratiques mises en œuvre par des plateformes numériques vis-à-vis d'entreprises qui étaient en relation commerciale pour la publicité en ligne, pour là encore essayer de décortiquer de façon fine la façon dont ces relations commerciales sont structurées et identifier à quel niveau se présentent des préoccupations de concurrence. Alors, autre sujet en cours pour 2017, le sujet des engagements de Canal+, il y a été fait allusion tout à l'heure. Donc ça, c'est un sujet des prochains mois qui devra déboucher en tout état de cause avant juin 2017. Et là encore, on voit que l'autorité doit se prononcer sur un cadre économique qui évolue. Parmi les points qui sont soumis à la consultation ouverte aux opérateurs et au groupe Canal+, ces jours-ci, c'est de savoir si l'émergence de nouveaux acteurs comme Netflix ou de la diffusion de contenu par Internet doit conduire ou non à modifier les engagements qui avaient été imposés à Canal+ il y a quelques années. Enfin, je voudrais vous donner un dernier exemple de réflexion qui se présente cette fois au niveau européen sur l'adaptation du cadre réglementaire au sujet numérique. C'est la question des concentrations.
Actuellement, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, ce qui déclenche l'obligation de notification d'une concentration entre entreprises, c'est un critère qui est lié au chiffre d'affaires. Or, il a été constaté que le chiffre d'affaires n'est peut-être plus un indicateur pertinent aujourd'hui pour mesurer la vraie importance économique des acteurs. Et il y a des réflexions en cours pour adapter cette fois au niveau communautaire le règlement qui définit les seuils de concentration, pour peut-être sortir du seul cadre du chiffre d'affaires et prendre en compte d'autres critères qui seraient plus pertinents. Par exemple, des valeurs de cession d'entreprise, puisqu'il peut y avoir des entreprises qui ont un très petit chiffre d'affaires, mais qui ont une valeur économique potentielle telle que ce sera la valeur de cession finalement qui sera l'indicateur pertinent. Alors, quelques éléments de conclusion au terme de ce panorama très bref. Première conclusion, nous avons certainement des outils, mais il y a parfois une difficulté en termes temporels pour le traitement de ces dossiers numériques. Lorsque l'autorité se saisit pour sanctionner des pratiques, compte tenu de ces contraintes de procédure, cela prend souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors la réponse à ça, c'est sans doute les mesures conservatoires. C'est vrai qu'il y a des affaires qui ont vocation quasiment à s'arrêter au stade des mesures conservatoires parce que ça permet de remédier aux préoccupations de concurrence. Mais ça reste une difficulté. Je constate qu'aujourd'hui, la Commission européenne a la même difficulté que nous puisque les procédures concernant Google sont maintenant en cours depuis plusieurs années, mais on constate quand même une forme de décalage entre le temps pendant lequel les autorités statuent et le temps des évolutions qui se constatent sur le marché. Alors, deuxième élément de conclusion, lorsque l'on est face à des formes d'économie disruptive, il peut y avoir une difficulté qui tient à ce que, lorsque des problèmes se présentent, il va y avoir une multiplication d'initiatives contentieuses, législatives, réglementaires diverses qui conduit à une forme de désordre. Alors, pour vous donner un exemple, je citerai le cas des taxis et des VTC, donc, qui s'est présenté dans le débat public de façon assez forte depuis 2013. Et ce que l'on a constaté, c'est que l'émergence de ces nouveaux acteurs a conduit à une multiplication d'actions contentieuses. Alors, en France, à Londres, en Europe et aux États-Unis, ça, tous les pays y ont eu droit, et aussi à la tentation pour le législateur d'intervenir pour modifier les règles en cours de route. Et donc là-dessus, il y a souvent une interrogation qui est quel est le bon moment pour légiférer, pour créer des règles nouvelles? Est-ce qu'il faut laisser un petit peu de temps au marché pour se développer, puis qu'on voit finalement quel est le nouveau cadre légal pertinent? Et c'est vrai que du point de vue de l'autorité de la concurrence, nous sommes souvent en faveur d'une modération du législateur pour ne pas intervenir trop vite et laisser se développer des marchés émergents pour que l'on constate in fine, finalement, est-ce qu'il faut véritablement modifier le cadre et quel est le bon cadre pertinent. Il y a eu un exemple de ce type aussi sur les plateformes de réservation hôtelière, puisque je vous ai parlé du cas qui concernait Booking et Expedia. Et il se trouve qu'au moment où à la fois l'autorité française se prononçait et où la Commission européenne était saisie du cas, eh bien, il y a eu à ce moment-là des initiatives qui ont conduit à ce que dans la loi Macron de 2015, on inclut un dispositif qui venait un peu rebattre les cartes puisqu'il interdisait aux plateformes de réservation hôtelière toute forme de pratique qui était celle contestée avec les clauses dites de parité tarifaire. Donc, on peut avoir parfois une forme de surplus de régulation avec des initiatives qui viennent un petit peu au coup par coup et la tentation de légiférer dans l'instant. Alors, ma conclusion provisoire au terme de cet examen, c'est que pour le numérique, nous avons tout à fait des outils qui nous permettent d'intervenir. Donc, il n'y a pas de risque que nous manquions d'outils. Et en ce qui me concerne, et je parle au nom de l'autorité, nous avons bien l'intention de nous servir au maximum de ces outils, en essayant, lorsque ça nous paraîtra le plus opportun, d'avoir un relais sur ces actions ou ces propositions auprès d'autres autorités nationales de concurrence, parce qu'il nous semble que sur des sujets aussi stratégiques, nous pouvons parler d'une même voix avec l'autorité allemande, l'autorité anglaise ou toutes les autorités avec lesquelles nous coopérons de façon très active dans le réseau européen de concurrence. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais peut-être une question pour vous, Isabelle Da Silva. L'autorité de la concurrence française a été la première
à prendre un cas sur Google et à faire une condamnation sur Google il y a assez longtemps. Depuis, effectivement, le dossier est passé à l'Europe et ça prend du temps. Vous avez souligné la fonction du temps. Est-ce que vous avez un dossier où vous vous intéressez à un autre GAFA, un Facebook ou un Amazon en ce moment? Il y a des dossiers en cours concernant la publicité en ligne qui sont en cours d'étude. Et ça va aboutir dans combien de temps? 2017, ça devrait 2017. dans pas très longtemps. Merci beaucoup. Alors, peut-être, pardon, un tout dernier mot. On a vu sur les, enfin, le livre qui a édité le président de la, enfin, qui a été édité par des journalistes du Monde, rapportant des conversations avec le président de la République, a suscité un peu d'émotion du point de vue du droit de la concurrence. C'est quelque chose qui... Pour être très précis, il y aurait eu des discussions arrangées par le président de la République entre Canal+ d'un côté et beIN Sport de l'autre, dossier que l'autorité de la concurrence a beaucoup suivi, et il a rendu un avis sur le non-rapprochement des deux. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette opération? Alors, à ce stade, pas de commentaire sur cet excellent ouvrage. J'ai lu dans la presse que certains acteurs du football, comme la Ligue, envisageaient éventuellement de nous saisir, mais à ce stade, nous n'avons pas de saisine. Donc, si nous sommes saisis, nous étudierons ce dossier. D'accord. Merci. Merci Isabelle Da Silva.